L'interview matinale, première partie, un nouvel invité ce matin et je suis très content. C'est une rencontre et une belle rencontre avec Julien Lanier, rhumatologue au CHU à Bordeaux, à Pellegrin. Bonjour Julien. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Alors, je suis très content de te recevoir parce que je crois que tu es le premier médecin que j'accueille dans l'interview matinale. Donc, j'aurai plein de questions à te poser, mais on va essayer de rester focus sur... parce que c'est ce que c'est, hein, quand on rencontre un médecin, on lui pose plein de questions. Mais là, on va y rester focus parce que tu viens pour une démarche que je trouve assez chouette. Et j'ai l'impression... moi, je ne connaissais pas. On va en parler un peu plus. C'est que le vendredi 18 octobre est organisée une journée mondiale... Enfin, dans le cadre de la journée mondiale de l'ostéoporose, une journée portes ouvertes au CHU de Bordeaux. Alors, une journée portes ouvertes, c'est-à-dire... Exactement. On essaye de faire en sorte que l'ostéoporose soit une maladie de plus en plus connue du grand public et des professionnels de santé. Et pour cela, on a organisé en effet cette journée portes ouvertes sous forme de forum au CHU, au sein de notre service, la rhumatologie, à Bordeaux, au Tripode, pour que les gens se posent un peu la question sur leur santé osseuse. C'est vrai que c'est une maladie, et ce sont des maladies, notamment l'ostéoporose. C'est une maladie qu'on ne connaît pas trop, ou qu'on connaît du moins de nom, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et je pense qu'il est important que les gens sachent quelle est la problématique de l'ostéoporose pour eux, quel est leur propre risque d'ostéoporose, mais également sur le plan sociétal. Quelle est la problématique de l'ostéoporose sur la société, quel est le coût et qu'est-ce que ça engendre. Et cette journée donc du 18 octobre s'inscrit en effet sur la journée mondiale de l'ostéoporose qui a lieu tôt le 20 octobre habituellement, mais cette fois-ci c'est un dimanche, donc on va faire la journée pour que tout le monde puisse... moi le dimanche je peux pas, je fais la grasse mat. On va faire la journée le vendredi 18 pour que tout le monde puisse venir. Cette journée à la destination vraiment de tout le monde, ça veut dire des professionnels de santé, des visiteurs, des patients, n'importe qui se pose la question de sa santé osseuse, avec différents ateliers, des ateliers avec des intervenants qui ont pour rôle d'intervenir dans la pathologie osseuse, par exemple la diététicienne, une diététicienne, un cuisinier, qui vont pouvoir parler des apports alimentaires, des bonnes hygiènes alimentaires avec les apports en calcium, la vitamine D par exemple. Oh bah les apports en calcium c'est pas compliqué, il suffit de boire son petit litre de lait le matin, non? Alors, si, c'est vrai que on pourrait voir comme ça. Alors, un litre c'est peut-être un peu beaucoup, puis c'est souvent mal supporté. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout avoir 1 gramme de calcium par jour. Alors, où est-ce qu'on le trouve ce calcium? C'est vrai, dans les produits laitiers, c'est sûr. On trouve du calcium majoritairement dans les produits laitiers, mais pas que. Alors, c'est vrai que si vous prenez 3 produits laitiers par jour, c'est super. Vous avez votre ration calcique. Il faut 1 gramme. Alors, je taquine un peu, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai des amis qui ne supportent pas le fromage, n'aiment pas trop ça. Et il y a une espèce d'anxiété de se dire, ouais, presque une contrainte des fois de s'obliger à prendre un produit, alors que, tu me le disais, il y a d'autres manières d'avoir cet apport, ce gramme de calcium. Exactement. Et c'est là où, en effet, il ne faut pas être dans la frustration. Il faut se dire que si on ne supporte pas les produits laitiers, il y a d'autres manières d'avoir du calcium dans l'alimentation. Je pense notamment aux légumes, par exemple le chou, les haricots verts. Il y a également les amandes, les fruits secs qui sont très riches en calcium, sans qu'on le sache véritablement, mais c'est vraiment très bon, avec une ration calcique assez importante. Et puis il y a autre chose dans l'alimentation qui peut être aussi intéressante, c'est les eaux minérales. Les eaux minérales, il y a 3 marques d'eau minérales qui sont très riches en calcium, qui sont Épar, Contrex et Courmayeur, qui sont souvent cités en exemple. Et si on boit une bouteille de ces eaux-là, on a déjà 500 mg, soit la moitié de nos apports calciques qui sont absorbés via ces eaux. Ce qui est vraiment... je savais pas ça. Exactement. C'est juste en buvant de l'eau, on peut faire la moitié de son apport. C'est ça. C'est l'intérêt des eaux minérales dans ce contexte pour apporter notre calcium qui est nécessaire à l'organisme et notamment à notre bonne santé osseuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut véhiculer. Il faut arriver à 100 grammes de calcium par jour. Alors, il y a plein de calculateurs sur Internet qui vont vous demander quels sont vos apports alimentaires pour calculer en fait la ration de calcium que vous avez dans la journée. Notamment, il y en a un qui est très intéressant et qui est d'un comité scientifique, d'une organisation scientifique, qui est le calculateur du GRIO, G-R-I-O. Vous allez calculer les apports calciques sur ce GRIO et vous voyez à la fin quels sont vos apports calciques. Et si vous êtes supérieur à 1 gramme, c'est bon, vous êtes bon.
D'accord. On va parler de ce sujet de l'ostéoporose parce que, bon, j'ai pas teasé trop, mais un peu quand même, dans la préparation de cette interview, j'ai moi-même appris des choses assez surprenantes, notamment, et on développera tout ça, que ça ne concerne pas que dans cette image d'Épinal. Les épinards d'ailleurs, c'est bon pour le calcium? Non, pardon. Dans cette image d'Épinal, que ce n'est pas simplement une question féminine en fait, que les hommes aussi souffrent d'ostéoporose. Et on développera tout ça, mais déjà j'aimerais qu'on revienne un peu vers toi parce que donc tu es rhumatologue, médecin, et je le disais, je crois que sincèrement de mémoire, mais vraiment, tu es le premier médecin que j'accueille dans cette interview. J'en suis très content parce que j'ai l'impression que c'est une démarche presque singulière de venir à la rencontre des gens comme ça. Oui, exactement. Alors, je pense que c'est notamment à cause des maladies qui m'intéressent. Alors, c'est vrai que les rhumatologues, on s'intéresse aux maladies des articulations, des os et des muscles, du système squelettique. Et on a à peu près tous notre spécialité en plus de ça. Et moi, je suis en effet un peu plus spécialisé. Je m'intéresse notamment plus aux maladies osseuses. Et dans cette branche des maladies osseuses, notamment aux maladies acquises comme l'ostéoporose, il faut savoir que j'ai toujours été intrigué par le fait que ce sont des maladies, ou c'est une maladie, l'ostéoporose, qui est très mal connue du grand public, et pourtant qui touche énormément de gens, sans que les gens sachent réellement ce que ça veut dire qu'avoir une ostéoporose. Alors là, je parle à la fois au niveau collectif, pour la population, mais aussi parfois au sein même de la communauté médicale. Il y a un défaut de formation initiale et parfois même certains médecins ont du mal à savoir ce que c'est que l'ostéoporose, comment la traiter, comment essayer d'améliorer les choses, même parfois de la dépister. Donc c'est pour ça, je pense que si chaque individu se pose la question, sa propre question de sa santé osseuse, et c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses et faire aller les gens vers le dépistage de ces problématiques osseuses. Et donc, je pense que le rôle du médecin, c'est de soigner, certes, c'est d'accueillir en consultation, mais c'est aussi de prévenir et d'aller au-delà de son hôpital, de sortir de sa salle de consultation et de faire une démarche plus citoyenne cette fois-ci, de messages préventifs, parce que en fait c'est surtout là où on va pouvoir endiguer le flux de consultation qu'on a. C'est surtout en évitant que les gens aient ces problématiques-là. Et donc je sollicite et j'essaye en effet d'être plus sur une médecine préventive que sur une médecine curative. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est importante. Et pour prévenir, il faut connaître. Et pour connaître, il faut avoir entendu parler. Et donc, je souhaite aussi avoir en effet ce petit rôle du messager pour la population, et afin de leur transmettre quelques petites mes inquiétudes, mais également surtout les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux dans leur vie, soit à changer, soit à modifier, soit qu'est-ce qu'ils font bien aussi, parce qu'on ne pas toujours culpabiliser. Et déjà lâcher la culpabilité en fait. Exactement. Et plutôt amener la responsabilité, devenir responsable de sa santé. Totalement. Et pour ça, on a besoin d'informations. Et pas juste un Instagrammeur qui a lu lui-même 3 vidéos sur Internet et qui vous dit en 3 minutes, vous allez changer votre vie, les gars. C'est ça. Alors, c'est pas si simple. L'ostéoporose, c'est combien? On arrive déjà à la fin de la première partie. Une dernière question avant qu'on se retrouve pour continuer à développer le sujet et justement peut-être commencer à donner quelques conseils dans le quotidien de vigilance et aussi d'entretien, de soins. C'est combien de personnes l'ostéoporose qui... Tu disais c'est assez répandu? Alors c'est très répandu, en effet, c'est une maladie qui est très fréquente en population générale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime en France qu'il y a à peu près 3 millions de femmes qui sont atteintes d'ostéoporose et il y a à peu près 900 000 hommes qui sont atteints d'ostéoporose. Ça, c'est pour l'épidémiologie actuelle, transversale. C'est pas négligeable. C'est pas du tout négligeable, en effet. Maintenant, si on parle un peu à l'échelle individuelle et sur le risque qu'on a d'avoir l'ostéoporose, on estime que après 50 ans, il y a une femme sur 3 qui fera une fracture ostéoporotique au cours de sa vie, et un homme sur 5 également qui fera une fracture ostéoporotique au cours de sa vie. Et là, en effet, on se dit que ça risque quand même fortement de nous toucher,
Et 1 sur 5 pour les hommes. Exactement. Donc on ne surveille pas que sa prostate, s'il vous plaît, après 50 ans. Exactement. On fait attention à ces os, on les maltraite pas et on fait en effet, il faut faire attention à d'autres facteurs. Et c'est vrai que l'os, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez intriguant, c'est un organe qu'on a du mal à imaginer vivant. On se dit toujours notre squelette, c'est une charpente, ça ne sert à qu'à nous maintenir. Mais en fait, c'est totalement faux. Et c'est pour ça que l'ostéoporose est une maladie et pas un vieillissement physiologique. C'est pas normal d'avoir de l'ostéoporose. C'est parce que l'os, c'est un tissu vivant, au même titre que le cœur, au même titre que le foie. C'est constitué de cellules et de matrices et de cellules avec aussi du calcium. Et alors, on va justement, parce qu'on arrive à la fin de la première partie, parler de ce système vivant. Avec notamment, et j'aimerais bien qu'on en parle aussi, tu me disais, l'os c'est un système vivant et c'est aussi par exemple un système qui peut nourrir le corps et c'est là qu'on arrive justement des fois sur des problématiques d'ostéoporose quand Exactement. le taux de calcium n'est pas à l'équilibre. L'os nourrit aussi Voilà. et des fois à ses dépens. Exactement. Et on parlera de tout ça en détail dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Julien Lanier, qui est rhumatologue au CHU de Bordeaux à Pellegrin. Julien, donc, tu viens parce que y a une actualité. L'actualité, c'est que le monde va changer et les gens iront bien s'ils commencent à prendre soin d'eux. Et pour prendre soin de soi, il faut avoir de l'information pertinente qui nous inspire et nous invite à ça. Et ça tombe bien puisque le vendredi 18 octobre, il y a cette journée portes ouvertes au CHU de Bordeaux dans le cadre de la journée mondiale de l'ostéoporose. Exactement. Et qui va permettre à chacun, à travers des ateliers, de trouver des solutions déjà pour prendre soin de son système osseux. Exactement. Et tu le disais, c'est donc 1 homme sur 5 qui aura une fracture liée à l'ostéoporose passé 50 ans et c'est 1 femme sur 3, donc ça concerne vraiment beaucoup de monde. Oui. Et à la fin de la première partie, tu nous racontais en fait que le système osseux, notre squelette, est un organe. Exactement. Et que comme tout organe, il a une vie, une évolution et il a de multiples fonctions parfois insoupçonnées. Exactement. Alors sa fonction numéro 1, c'est la fonction de locomotion, en effet, de nous servir de structure rigide pour permettre de nous déplacer. Ça, c'est la fonction commune qu'on connaît tous. Mais il a également d'autres fonctions, notamment une fonction de réservoir. C'est un réservoir essentiel du calcium et du phosphore. Et en effet, si on a du mal à apporter notre calcium par notre alimentation, il ne va pas falloir s'inquiéter parce que la biologie ne va pas du tout bouger. Le corps est très bien fait. La calcémie, donc le taux de calcium dans le sang va rester stable s'il n'y a pas d'anomalie endocrinologique par ailleurs. Et c'est souvent le cas quand on a l'ostéoporose. Cette calcémie va rester stable. Et donc, en fait, si vous n'apportez pas le calcium par alimentation, le calcium reste stable, c'est que ça vient de quelque part. Et alors là, c'est là où on voit que l'os est généreux, parce qu'en fait, votre corps va aller chercher de calcium dans l'os, faire augmenter la calcémie, mais bien sûr en déminéralisant votre os. Et donc, c'est là où la problématique arrive. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une prise de sang qui nous dit non, le taux de calcium il est bon, Exactement. parce que en fait, en arrière-plan, l'os se sacrifie. Exactement. Il se déminéralise, se sacrifie pour le reste. Pauvre. Et oui, le calcium, c'est une variable qui est très régulée dans le corps, tout simplement parce que c'est un ion, et un ion qui est responsable de la contraction musculaire. Donc là, par contre, le corps, il dit attention, moi je contracte des muscles, notamment le muscle vital qu'il faut qu'il contracte tout le temps, c'est le cœur. Et donc le cœur. J'allais faire une blague, j'allais dire autre chose, mais non. C'est le cœur, et le cœur, lui, nécessite en effet d'avoir un taux de calcium très stable. Donc c'est souvent, en effet, quand on a un problème d'alimentation, c'est souvent l'os qui trinque, entre guillemets, et qui prête son calcium pour que tout le monde puisse se contracter. Alors, cette particularité de l'os, elle est absolument fondamentale. C'est son rôle, ce qu'on appelle métabolique, mais il n'y a pas que ça. Hein. L'os a également un rôle de protection. C'est la zone au niveau de la moelle, on appelle l'os à moelle, la moelle hématopoïétique. C'est la moelle qui regorge de cellules souches, les cellules précurseurs de notre système sanguin. Ça aussi, c'est un rôle de réserve. Donc en fait, notre os, il est multitâche, multifacette, et il est aussi constitué de cellules, des cellules qui sont très intelligentes, qui sont des ostéocytes, qui sont au niveau de cet os, qui sont des mécanorécepteurs, mais pas que,
et qui vont avoir un signal local et qui va permettre d'adapter l'os aux contraintes et qui permet à cet os justement de bouger. On n'a pas du tout le même os aujourd'hui qu'on a il y a 10 ans. Il est en perpétuel remodelage, il se forme et il se détruit tout le temps. Finalement, c'est comme nos muscles. Si on fait un effort régulier, nos muscles vont s'adapter et gonfler ou s'affiner en fonction d'eux. Mais l'os aussi est plastique, en fait. Exactement. Il y a une plasticité, il se régénère, il se remodèle. Quand on parle d'os, on parle de remodelage osseux. Et donc, c'est vrai que c'est totalement ça. Et ça intègre et tout ça. Et ça va inaugurer le fait qu'il faut justement faire travailler cet os. Donc, il faut avoir une activité physique adaptée pour que l'os reçoive les contraintes nécessaires à son bon fonctionnement et au fait qu'il soit résistant justement à cette contrainte. Alors, n'oubliez pas donc chez vous de faire des câlins à vos os. Voilà, exactement. De temps en temps pour les remercier de tout ce qu'ils font en silence et voilà. sans rien réclamer et sans même être visible. Et oui, c'est totalement ça. L'os, et notamment l'ostéoporose, et c'est là où c'est assez dramatique, c'est que souvent quand il va mal, il dit rien. Et oui, le pauvre. C'est ça, c'est une maladie asymptomatique. Asymptomatique jusqu'au moment où, bien sûr, ça craque. Quand ça craque, ça fracture. Alors là, c'est souvent, ça se complique, c'est souvent plus du tout asymptomatique, sauf dans un certain cas, dans les fractures vertébrales. C'est ce qu'on retrouve en avançant en âge parfois. On se tasse, on dit. Bah, normal, quoi. Voilà. Enfin, on vieillit. C'est ça, c'est normal de se tasser. Mais pas du tout. Pas du tout. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment un de mes combats. C'est le fait que l'on se tasse, qu'on perde plus de 4 cm, on dit, au cours de la vie. On atteint notre pic de masse osseuse à 25 ans. Ok. Donc, c'est vraiment le maximum de notre formation osseuse. À partir de 25 ans, on va avoir une diminution de la masse osseuse qui va être aléatoire selon notre génétique, mais également selon notre environnement, selon nos apports alimentaires, selon également si on est tabagique ou pas, l'alcool qui a aussi un effet délétère. Le tabac et l'alcool ont des effets délétères sur l'os. Les médicaments, la cortisone par exemple, a des effets délétères sur l'os. Mais tout ça, tous ces facteurs environnementaux vont faire en sorte qu'on va perdre en masse osseuse jusqu'à arriver à un seuil où il va y avoir un risque fracturaire. Ça, c'est la problématique que l'on a dans l'ostéoporose. C'est vraiment quelque chose. Donc, être voûté quand on vieillit, en fait, et donc, c'est pour ça n'est pas, c'est pas normal, en fait. Alors, c'est pour ça, en effet, que je venais là, parce que tout ça va faire en sorte que on a des signes aussi indirects d'ostéoporose, notamment se voûter, comme tu l'as dit, se voûter. Alors, ce qu'on appelle en langage médical la kyphose, est-ce que peut-être votre médecin vous a parlé, la kyphose notamment thoracique, la bosse de la veuve, exactement, la bosse, et également la perte de taille sont des marqueurs indirects de fracture vertébrale. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que... Mais je le sens quand je me fracture une vertèbre, j'ai mal. Comment est-ce que j'ai pu fracturer sans avoir mal? Alors là, c'est encore une autre particularité de nos os, et plus particulièrement de nos vertèbres, notamment thoraciques et lombaires. Elles peuvent se fracturer pour des traumatismes vraiment de basse énergie, voire même spontanément, quand on a une ostéoporose qui est très évoluée, sans que l'on ait mal. Et ça, même, c'est retrouvé dans plus de 2/3 des cas. C'est-à-dire 66% des patients qui ont des fractures vertébrales sont totalement asymptomatiques. Et on se retrouve à la consultation avec des gens qui arrivent et qui nous disent je viens me faire dépister pour l'ostéoporose. Je leur pose la question, est-ce que vous avez fracturé? Non. Ouais. Ils me disent, est-ce que vous savez combien vous mesurez? Oui, 1m65. Je les mesure. Ils ne font plus que 1m57. Je dis, bon, là, il y a soit une erreur quelque part. On les envoie faire une radio. Et voilà, on tombe sur 2-3 fractures vertébrales. Et les gens tombent des nues parce qu'ils se disent, mais je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de douleur, je n'ai jamais eu de traumatisme. Et je leur dis, mais en fait, c'est banal dans l'ostéoporose. Et donc, vous avez déjà une ostéoporose fracturaire. Et en fait, il faut vous traiter parce que le risque, c'est de fracturer autre chose, soit fracturer d'autres vertèbres et donc amplifier cette courbure et cette kyphose, soit fracturer les cols du fémur. Et alors là, c'est aussi pas du tout la même affaire parce qu'on ne rentre pas du tout dans les mêmes complications, dans la même comorbidité de la fracture fémorale. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle d'être voûté, ça veut dire que c'est un des signaux d'alerte de se dire « Ouh là là,
J'ai peut-être Exactement. un truc. C'est le signal à précurseur, soigner. c'est notre signal d'alarme, c'est notre lanceur d'alerte. Alors, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. On disait dans la première partie que apporter du calcium au corps, il y a plein de moyens. Il y a évidemment les produits laitiers. Et tu le disais aussi, il y a les amandes. Alors moi, je conseille les amandes parce que c'est un fruit sec assez magique et qui calme vite la sensation de faim. Exactement. Voilà, donc même sur des métiers physiques ou quoi, ça peut être un Oui, c'est super vrai. support. Mais bon, capter. Il y a les eaux minérales aussi. Voilà, tu parlais d'Épar, Contrex et Courmayeur qui permettent, si on boit une bouteille d'eau par jour, de ça, D'apporter on la a la moitié. moitié des apports en calcium. Mais rapidement, capter, c'est bien, mais faut garder, assimiler aussi. Alors, l'assimilation du calcium, elle se fait notamment via la vitamine D. Et cette vitamine D, c'est vrai que en France, alors on a un déficit parfois d'ensoleillement et on ne peut pas absorber la vitamine D que par le soleil. Ça, c'est une utopie. On n'aura pas assez de vitamine D si on compte sur le soleil. C'est bien de s'exposer parce qu'il faut qu'on en synthétise, mais ça ne sera pas assez. Et je confirme rapidement parce que moi j'ai bossé quelques années dans les vignes et je pensais prendre assez le soleil. J'ai fait un test de Exactement. dosage et j'étais à quasiment rien. C'est exactement ça. Et je me suis dit waouh, et donc Totalement, on s'en rend compte totalement. Donc, l'alimentation pour apporter la vitamine D, c'est bien. Hein, on peut prendre en effet des poissons gras et tout ça. Ça, c'est vraiment les règles de base. La vitamine D, ça se retrouve en effet surtout dans les poissons gras, dans certains végétaux. Mais c'est de la vitamine qui s'absorbe un peu moins, c'est la D2. Il vaut mieux absorber la D3, donc en effet dans les poissons gras. Néanmoins, je pense, enfin, c'est pas. Moi, je pense que si on est soit à risque d'ostéoporose et même sans risque d'ostéoporose, on va dire de manière générale, la supplémentation de la vitamine D, après 60 ans, elle devrait être systématique. La vitamine D, elle a vraiment un grand rôle et on est en train de découvrir dans les études que son rôle est multiple. Ça booste le système immunitaire, paraît-il. ouais. Ça a également une activité sur les muscles pour limiter la sarcopénie. Puis ça dans certains cas, sur certaines doses, dans certaines études, notamment chez les personnes âgées, ça peut limiter le risque de chute. Donc ça aurait peut-être aussi un effet sur le système nerveux. Bref, c'est plein de qualité. Et donc une supplémentation après 60 ans en vitamine D, une ampoule par mois. Attention, toujours prendre avec de la graisse parce que c'est une vitamine sinon, liposoluble. Elle s'assimile pas. Exactement, sinon elle ne s'assimile pas. Et tout ça, en fait, la vitamine D et le calcium va permettre de maintenir un os. Attention, ça ne soigne pas l'ostéoporose. C'est vraiment les règles hygiéno-diététiques de base. Si on est atteint d'ostéoporose, il faut consulter un médecin, faire une ostodonstométrie et traiter de manière spécifique la maladie avec des traitements qui sont très efficaces puisqu'ils peuvent réduire jusqu'à 60 à 70% le risque de récidive fracturaire. Merci beaucoup Julien pour cette très belle interview et je rappelle que pour ceux qui souhaitent en savoir plus, les portes sont ouvertes au CHU de Bordeaux, Pellegrin donc, pour cette journée mondiale de l'ostéoporose le vendredi 18 octobre et les auditeurs, les auditrices pourront même venir te parler et échanger avec toi. Je serai présent et j'aurai même moi un atelier justement sur la physiopathologie de l'os et de l'ostéoporose.